Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. J'ai même plus besoin de vous dire que c'est avec un Québécois, vous le savez automatiquement parce qu'en ce moment, je fais que ça. Aujourd'hui, je suis en compagnie donc de Patrick. Salut à toi, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter aux gens qui ne te connaîtraient pas? Oui, donc oui, mon nom est Patrick, plus connu sur la scène de lutte de Chesterdown, le héros local. Pas grand-chose à dire sur moi. Ça fait depuis 2007-2008 que j'ai commencé à lutter. J'ai arrêté en 2014 parce que je travaillais toujours les fins de semaine et j'ai recommencé il y a 2 ans quand une fédération s'est installée dans mon coin. D'accord. Tu as arrêté, j'ai pas entendu, excuse-moi, tu avais arrêté en 2014, excuse-moi, j'ai pas compris pourquoi tu avais Ah, arrêté. mon micro, il est peut-être tout croche. J'ai arrêté, dans le fond, je travaillais toujours les fins de semaine, fait que Ok, j'avais jamais le temps de trouver des bookings ou etc. ok, il n'y a pas de souci. Bah, première question, tu verras, qui est toute simple, c'est comment tu découvres la lutte, toi, pour la première fois? Est-ce que c'est un peu l'histoire de tout le monde, à la télévision, à l'école, on te le fait découvrir? Bref, tes premiers contacts, c'est comment? En fait, je pense que c'est mon ami d'enfance qui était un grand fan. On avait comme 5 ans. Je connaissais absolument rien de ça. Et lui, c'est un gros tripper. Tous les jeux vidéo sur Super Nintendo et plus tard au 64. Passé du temps à No Mercy, des choses comme ça. Pour vrai, j'ai commencé plus à regarder la lutte en 2003, genre. Donc, à mes 12-13 ans. Quand j'étais plus jeune, pour vrai, c'était juste ah, c'est mon ami qui aime ça, fait que je vais aimer ça aussi. Mais après ça, j'ai plus trippé quand je commençais à regarder Edge lutter, plus des Québécois, j'étais avec Chris Jericho, Christian, j'ai fait comme waouh, faut que je Tu te fasse ça. rappelles, tu te rappelles du premier match que tu as vu où c'est beaucoup trop loin? Le premier match que j'ai vu, je pense que c'était WrestleMania 17, le match d'échelle, le Triple Ok. Threat Tag Team, avec mon ami d'enfance justement. Donc ça, c'est sûr que j'ai fait comme oh, wow. C'était magnifique, hein, je peux tout à fait comprendre. Et après, par la suite, est-ce que bah, l'ère un petit peu hein, qui a changé la WWE, c'est l'Attitude Era? Tu as pu regarder après, par la suite, un peu l'Attitude Era ou vraiment pas du tout? Parce que moi, enfin, c'est vrai qu'en regardant, parce que, en fait, je te parle de ça, parce qu'à l'heure où on tourne la vidéo, j'ai terminé le documentaire sur Vince McMahon. Et c'est vrai qu'en fait, ils ont parlé un petit peu de l'attitude era. Alors moi, j'ai quelques DVD, mais là, ils ont vraiment montré pas mal de choses et tout. Et je me suis dit, ah oui, quand même, en fait, je comprends pourquoi les choses ont bougé, quoi. Et est-ce que toi, à cette époque, t'as pu regarder un petit peu l'attitude era ou pas du tout? Je la connais justement à cause de mon ami, mais personnellement, je ne l'ai pas vraiment vue. J'avais pas de Hmm. façon de regarder en arrière non plus. J'avais pas de VHS ou peu importe pour vivre ça. Donc, j'ai beaucoup plus vécu la Ruthless Aggression Era, plus quand j'étais dedans avec les John Cena, des trucs comme ça. Là. Fait que c'est plus quand j'ai vieilli et j'ai découvert YouTube que j'ai retourné dans la Tito Era, j'ai fait waouh, j'ai manqué de quoi. Oui, oui, non, mais c'est vrai que, enfin, à l'époque, c'était pas aussi performant que maintenant. Et puis maintenant, tu te dis, ah oui, d'accord, en fait, je suis passé à côté de ça, de ça. Il y avait des très bons moments. À quel moment, toi, tu te dis, voilà, justement, bah, certes, je découvre la lutte, mais maintenant, je veux en faire. C'était quoi cet élément déclencheur et combien de temps, toi, ça t'a pris pour justement passer ce cap en tant que simple fan de catch à lutteur aujourd'hui? C'est pas compliqué en fait, c'est quand j'ai déménagé, je suis parti de ma ville natale, je suis revenu comme 5 ans plus tard, et Ok. j'ai eu contact avec mon ami d'enfance, puis tout son cercle d'amis tripait sur la lutte aussi, et on commençait à faire de la lutte backyard comme beaucoup de gens font, genre dans la cour, sur des petits tapis, etc. Et de bouche à oreille, on a entendu qu'il y avait une fédération, pas une fédération, mais plus genre des petites pratiques qui se faisaient à une maison des jeunes dans le coin et on s'est tous lancés là-dessus. Donc, ça a commencé vraiment à juste se taper sur la gueule entre amis. Et plus tard, on a vu qu'on pouvait faire ça entre 4 cordes et 4 coins. Et c'est ça, la première fois que je suis monté dans un ring, je me suis tapé une belle commotion cérébrale. C'était parfait comme début. Oui, c'est vrai que ça doit pas forcément être évident, mais est-ce que un peu comme la plupart des gens, est-ce que tu étais au courant qu'on pouvait faire du catch, genre enfin, dans ton pays, dans ta commune, ou alors c'était uniquement que les États-Unis, comme beaucoup pensent? Quand j'étais plus jeune, pour vrai, je me suis pas informé. Une fois que j'ai gagné un peu plus d'intérêt, Ok. on a découvert justement grâce avec l'Internet qui s'en venait plus
souvent dans les maisons et avec les réseaux sociaux, on pouvait voir que il y a de la lutte dans le coin, on peut checker ça. Mais je savais pas qu'on pouvait lutter aussi. Fait que quand j'ai appris ça, il fallait que je le fasse, mais mes parents voulaient pas, donc je le faisais un peu en secret. Bah, justement, c'est la prochaine question. C'était quoi la réaction de ta famille quand tu leur as annoncé que tu voulais te lancer dans la lutte? D'après ce que je comprends, t'as pas trop été soutenu. Bref, c'est quoi vraiment le retour que tu as eu? Ben, premièrement, le fait que la première fois que je suis monté dans un ring, que j'ai eu une commotion, je me souviens pas de ce moment-là du tout. Donc, il a fallu qu'il appelle mon père. Et quand mon père est arrivé en disant, parce que j'avais donné l'excuse que j'allais jouer au pool avec un ami, et quand il Jouer est au rentré pool? dans... Ouais, Tu jouer au veux... billard, excuse. Ah, ok, d'accord. Non, non, Et- mais c'est parce que c'était une expression dont je ne connaissais pas, ah, donc je me suis dit c'est peut-être. non, c'est juste jouer au billard, j'avais juste dit ça Ok. comme excuse. Et quand il est arrivé dans le gymnase avec le ring de lutte et moi, inconscient, disons qu'il a pété il a pété un fusil, mettons. C'était bien. Je me souviens absolument pas de ça du tout. Ma mère un peu plus supporteuse là-dessus. Et ma grand-mère qui me disait, tu devrais faire ça, mais juste avec un casque. Et j'étais comme, ben là, ça c'est un petit peu gênant si tu veux faire de la lutte avec un casque. Ouais. Donc, ouais, c'était un peu un mix d'émotions de mes parents et de mon entourage. Des parents qui connaissaient un petit peu le catch, qui en avaient déjà vu plus jeune, qui en avaient déjà entendu parler ou vraiment jamais, jamais? Ils étaient au courant. J'écoutais avec mon père la télé aussi, la lutte. Ok. Souvent le soir, je pouvais rester un peu plus tard à l'écouter avec lui. Ma mère allait au vieux forum à Montréal écouter le Géant Ferré, les vieux de la vieille. Donc elle connaît ça aussi, plus maintenant, là, mais elle avait quand même une base. Mon père, c'est ça, il l'écoutait une fois de temps en temps avec moi, mais à part ça, pas plus loin. Une maman très protectrice, Ah, toujours. c'est normal, hein, c'est les Ouais. mamans. Et papa, enfin, il est comment un peu? Il est aussi protecteur, non, comme papa? Les protecteurs, puis il veut être sûr aussi que je sois sécuritaire dans ce que je fais. Donc, que tout jeune, j'étais casse-cou, je voulais être cascadeur aussi. Ça n'a jamais à donner, mais c'était un beau tremplin pour aller dans le monde de la lutte. Fait que, Ok. Justement, quand tu arrives la première fois, justement, en tant qu'entraînement, hein, pas la fois où tu t'es fait une commotion cérébrale, parce que, comme tu l'as dit, tu t'en rappelles pas du tout, mais au tout début, est-ce que déjà tu étais content d'être bien accueilli? Parce que bah, tu vois, en général, on arrive toujours dans un monde qu'on ne connaît pas du tout. On fait une découverte et c'est vrai que bah, des fois, quand tu te sens à l'aise et tout, que les personnes te mettent à l'aise tout de suite, en général, on se sent mieux. Est-ce que toi, déjà, tu as été bien accueilli? Est-ce que ça t'a plu? ça a été facile pour moi de rentrer parce que la fédération qui faisait à la maison des jeunes à Châteauguay, où ce que j'habitais, faisait des pratiques 2 fois semaine, puis c'était souvent de mes amis qui organisaient ça. Donc, l'entrée était très simple. On avait déjà une camaraderie, donc faire des pratiques avec mes deux coachs, c'est Pat de Machine et Alcide Barbeau. Souvent, on faisait c'était super facile, simple, puis j'ai très bien appris grâce à ça. Je pense que c'était un tremplin vraiment simple pour que j'apprenne et pour que je me sente à l'aise dans ce domaine-là aussi. OK. Et justement, qu'est-ce que tu as trouvé compliqué, toi, au tout début? Est-ce que le fait de chuter, toi qui as fait une commotion cérébrale, désolé, mais est-ce que courir dans les cordes, ça peut être quoi, compliqué? Est-ce que se prendre un athémie? Parce que on sait que ça pique les athémies. Bref, qu'est-ce qui était compliqué pour toi? Encore aujourd'hui, les atémies, c'est toujours difficile à manger, là, si c'est des grosses personnes qui les donnent. Mais non, le plus dur pour moi au début, c'était surtout la psychologie dans le ring. C'est tellement difficile de donner une bonne histoire. Puis surtout quand tu commences, tu es juste là pour te démontrer, show off que je peux faire un backflip. C'est ça, j'ai pas une grande carrure, donc moi je voulais juste faire des pirouettes et tout. Puis plus tard, plus j'ai vieilli, j'ai fait que c'est pas. Dans un match de lutte, c'est pas fameux. C'est cool dans un cirque, mais peut-être pas dans un ring. Fait que c'est ça le plus dur, de juste relaxer et de faire une histoire dans un match. Ouais, ce que je peux comprendre. Tu restes, dans le monde de la lutte, pourquoi? Parce que enfin, au début, hein, justement, qu'est-ce qui te donne envie de rester? Parce que, il y a tes copains qui sont avec toi ou juste vraiment parce que ça te plaît, que tu te dis: «Mmh, c'est intéressant là, ce que je vois, je vais encore continuer». Qu'est-ce qui te donne justement envie de continuer? Toi qui t'es pris une commotion cérébrale.
Ben, c'est ça. Mon grand cercle d'amis était là-dedans aussi. Donc, si je voulais les voir, ils étaient aux pratiques. Ok. Avec mon ami d'enfance qui a commencé à s'entraîner aussi, on allait avoir une équipe, etc., une fois qu'on était prêt. Donc, ça, c'était toujours une motivation. Puis, j'ai toujours, autant que je suis gêné dans la vie, je suis genre très socialement distant. Quand j'ai l'attention sur moi aussi, il y a comme un autre personnage de moi qui sort. J'ai toujours été un Ok. fan de théâtre aussi, donc incarner quelqu'un d'autre, c'est toujours plaisant, c'est toujours une expérience différente. Mais faire ça dans l'extrême en plus, c'est génial. Aujourd'hui, il lutte toujours. Tes amis sont toujours dans le domaine de la lutte où il y a uniquement que toi? Mon ami d'enfance, il était intelligent, il s'est fait une famille, il a lâché ça. Il est parti de ce métier-là. J'ai encore quelques amis qui luttent, ouais. J'ai mon bon ami Adam Scott qui est mon partenaire aujourd'hui. Ça fait 18 ans qu'on se connaît, donc une popée camaraderie depuis et on continue à s'allier ensemble. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la création de ton personnage, comment tout a débuté pour toi? Bref, qu'est-ce que tu voulais apporter sur le ring? Et s'il y a eu des modifications à faire, qu'est-ce que tu as modifié? Bref, nous t'écoutons. Chester Dawn, en gros, c'est moi fois. J'ai pas tant de personnalité non plus, fait que c'est pas moi nécessairement, mais c'est quelqu'un de plus loufoque, plus je m'en foutisse, mais mettons, j'aime beaucoup vivre l'expérience de vie dans le ring, juste de vivre le n'importe quoi, d'être ridicule dans le ring, tout en faisant mes pirouettes parce que je suis encore capable de le faire, même si j'ai gagné du poids avec le temps que j'ai arrêté de lutter. J'ai quand même mes acrobaties que j'ai dans ma poche arrière, mais c'est juste de faire d'être moi-même, d'être ridicule, de faire rire la foule. Je serai jamais genre un champion mondial ou whatever. Je vais être là pour amener de l'entertainment à la foule. Et tant qu'ils sortent contents et qu'ils se souviennent que genre, hey, lui, il m'a fait rire pour n'importe quelle raison, j'ai fait mon succès dans ma soirée. Du coup, plutôt face, alors, si je me trompe pas, c'est ça? Exactement. Ok. Il, ça pourrait te convenir, ça pourrait te plaire ou vraiment pas du tout? C'est quelque chose que tu as déjà envisagé ou testé? Je l'ai déjà fait plus tôt dans ma carrière, mais encore une fois, je n'avais pas encore l'expérience de la mentalité de faire une histoire dans un match, Ok. mais c'est pas c'est pas genre oh non, je ferai jamais ça, ça peut se faire très bien. J'ai beaucoup de à chaque fois que je fais un match et toujours, je m'informe à mon adversaire qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, qu'est-ce que tu as aimé. Et je pense qu'en heel et quand je travaille avec des heels, je peux voir exactement qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ce travail-là si j'étais à le faire. Fait Est-ce ouais, est-ce que c'était compliqué pour toi justement de trouver un personnage qui pourrait te correspondre? euh, compliqué, non, parce que il y a encore des gens qui me disent je devrais faire tel gimmick, je devrais faire tel gimmick, puis moi, je suis beaucoup plus à l'aise à faire ce que je fais en ce moment que je peux être moi-même en étant plus ridicule dans le ring une fois devant la foule et juste les entertain de la façon que je sais que je peux les amener à rire ou à vivre des sentiments dans le fond. Oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont approché. Ah, tu devais faire une vieille gimmick que j'ai faite dans le passé, blablabla, bla, bla, mais je suis à l'aise avec ce que je fais, je vais continuer pour l'instant. Et c'est ça. Après, tant que ça plaît aussi aux promoteurs, j'ai envie de te dire pourquoi pas, hein, parce que c'est aussi eux qui disent si non, enfin si oui ou non ça va. Après, comme dit, hein, tant que toi tu t'y sens bien dedans, c'est aussi le principal. S'il y a des choses qu'il faudrait modifier, ce selon toi, parce que tu sais, on s'améliore de jour en jour, hein, de jour en jour, on se découvre. Qu'est-ce que ça serait pour toi et pourquoi? Euh, c'est con, mais c'est de juste trouver un nouvel uniforme. J'ai pas un uniforme très extraverti comme j'aimerais avoir. C'est du noir, c'est très basic. Il n'y a rien de flamboyant dans ce que j'ai. On est en train de travailler avec moi et une amie couturière à avoir de quoi de plus personnalisé et unique. Mais en ce moment, quand je sors du ring, je me trouve très fade. Je suis très ordinaire dans ce que je porte. Donc ça s'en vient. Puis après ça, ben, c'est juste de sortir de ma gêne toujours et de toujours être un peu plus extraverti quand je suis dans le ring. Ok. Juste avant de monter
dans le ring juste avant de pouvoir lutter. On est dans les coulisses. Comment ça se passe pour toi dans les coulisses? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un de stressé, d'introverti? Bref, comment t'es? Est-ce que tu as, je sais pas moi, un rituel particulier? Est-ce que tu as un truc porte-bonheur sur toi? Bref, comment t'es avant de monter sur Souvent, le ring? je vais recréer le match que on a préparé ou whatever. Je vais le recréer dans ma tête, mais en me faisant des jokes en recréant le match. Donc, je vais le faire dans mon coin et je vais me dire une blague à chaque fois que je fais genre un atemi ou un dropkick, whatever. OK, je vais faire un joke là. Donc, quand je suis dans le ring, je me souviens de tous ces jokes-là et je sais que je peux me placer le match comme qu'on l'a planifié. Donc, souvent, à date, ça porte fruit. Ça ne m'a pas porté malheur à rien. Je me souviens toujours de mes matchs, pour peut-être une ou deux affaires, mais c'est souvent ça. Je suis dans mon coin à recréer le match ou à juste niaiser avec les gens qui sont au backstage, surtout si c'est un backstage plaisant. Je vais souvent niaiser et être une peste, mettons. Ok. Tu dis un backstage plaisant, t'es déjà tombé dans des backstage où ils n'étaient pas du tout plaisants? T'as des backstage des fois qui sont, on dirait que tout le monde est là pour eux et donc, ou peut-être que tout le monde est trop stressé, donc ils restent dans leur bulle à eux. Mais quand je lutte, admettons, proche de chez moi, à Luc Laurentide, c'est le meilleur backstage que j'ai ever eu. Tout le monde est plaisant, tout le monde n'a aucun stress. C'est juste, on est là pour du plaisir, puis ça paraît. Donc, c'est beaucoup plus facile de déconner, de se déconnecter aussi de la vraie vie rendu là. Est-ce que le jour d'un show, tu as des rituels pas particuliers? Est-ce que tu es stressé? Bref, c'est un peu pareil que quand tu es monté sur enfin, avant de monter sur le ring, c'est exactement la même chose ou je sais pas, peut-être, tu as peut-être quelque chose aussi de pas particulier le jour même dès que tu arrives ou le matin même quand tu te réveilles, tu te dis, allez, aujourd'hui, mon coco, tu as chaud, il y a de la route à faire. Non, absolument, j'ai pas de routine plus qu'il faut. Sérieux, je ne pourrais même pas ambitionner sur cette question-là. C'est juste ça, je me lève, c'est une journée comme les autres. Il y a toujours un stress avant de sortir du rideau parce que si tu n'as pas de stress, tu n'as pas de plaisir, je crois. Ok. Tu es animé pour une foule, donc si tu fais ça et OK, ma journée est finie après ça et bye, je m'en vais, c'est. Il manque de quoi, je pense. Je pense que tu n'as plus de passion ou de plaisir à faire ce que tu fais. Ok. Est-ce qu'à tes tout débuts, tu étais tétanisé de pouvoir t'exprimer devant un public, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde, hein. Des fois, tu vois, enfin, on se sent mieux à l'aise quand on parle plutôt que quand on s'exporte, je veux dire. Comment ça s'est passé, toi, tes tout débuts devant un public? Le problème avec mon début, c'est qu'on m'a donné une gimmick. Dans le fond, c'était moi et mon ami d'enfance. On a fait équipe au début, mais on nous a donné une gimmick de Chinois derrière un masque. D'accord. Ok. Original. Donc, ouais. Mais tu sais, au moins, on peut se dire, ah, c'est un ami chinois qui est venu avec l'idée, donc c'est pas raciste. Je sais pas. C'est difficile. En 2008, c'était un temps différent. Mais c'est ça, s'exprimer devant la foule où ce qu'on pouvait pas parler, on avait des masques, donc on pouvait pas s'exprimer facialement non plus. C'était, fallait monter le mont Everest, mettons. C'était des grosses tâches qu'on devait faire et écoute, on n'a pas vraiment réussi. On était nouveau aussi, donc on apprenait. C'était très difficile, mettons. Donc, c'est plus une fois que j'ai quitté cette gimmick-là que là, j'ai commencé à apprendre à interagir avec la foule. J'étais plus heel jeune aussi, mais c'était plus facile parce que j'ai une face à ASAP des fois. Donc, Mais pourquoi, enfin, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi on t'a mis un masque, enfin, et puis tu devais interpréter un personnage de chinois. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. T'as pu avoir des réponses par la suite? parce que cet ami chinois que nous avons est un troll dans la vie. Honnêtement, il aime ça être. C'est un farceur. Il D'accord. a trouvé ça très drôle. On était des jeunes de 18 ans. Lui aussi, il luttait, mais il n'est jamais allé très loin. Donc, on comprend pourquoi aujourd'hui. Euh, c'est ça. Il nous a un peu instauré cette gimmick-là. On voulait dire non, on disait non, mais on l'a fait quand même parce qu'on voulait être sur le show. Donc, Attends, attends, je suis en train de regarder un truc. En fait, en gros, tu vois, en faisant
comme ça, en général, tu vois, tu t'imagines que tu as un masque et du coup, tu regardes si ça a un rapport justement en fait avec un Chinois. Donc, c'est pour ça que je me permets de faire ça. Mais J'avais pas tu de vois, barbe, ça peut t'aider. ouais. Ouais, donc du coup, ouais, ça c'est un peu compliqué, mais enfin, je sais pas, mais tu ressemblais vraiment à un Chinois ou pas de derrière ou c'était vraiment Pas non, du tout. pas du tout. Quasiment un full masque, mais c'était tout croche. Ouais, C'était c'était de la coupé au merde. ciseau, genre pour voir les yeux et la bouche, puis c'est tout. Tu regrettes cette période-là ou pas du tout? Je le regrette pas parce que je peux le regarder plus tard et je me dis, c'était une expérience, c'était drôle. Ok. Écoute, j'ai pu lutter avec mon meilleur ami en équipe aussi, donc c'était super. On a fait des moves très cool, on était je trouve, très innovateurs pour ce qu'on pouvait faire avec ce qu'on avait, donc c'était très chouette, mais juste l'idée de la gimmick, je le referai jamais. Oui, non, mais je me doute, hein, des fois, il y a des gimmicks qui sont un peu compliqués et chers promoteurs, parfois, il faudra un petit peu nous expliquer et nous ouvrir les yeux parce qu'on a un petit peu du mal à suivre. Est-ce que le fait d'avoir aussi un masque, tu te dis, bah, c'est peut-être aussi un peu un mal pour un bien, au moins, tu vois, mon identité, elle est un peu cachée. On peut dire que, tu vois, c'est n'importe qui derrière ce masque. Et puis, bah, tu vois, regarde, aujourd'hui, t'en aurais pas parlé, peut-être que jamais personne se serait souvenu ou auront découvert que c'était toi. Un bon travailleur va être bon à pouvoir exprimer ses émotions avec son corps, même sans Ok. visage, mais mon élément principal est le visage quand j'ai des réactions. Tu sais, un peu comme Jim Carrey dans les films, tu vas le Oui. reconnaître pour ses expressions faciales. Donc, quand je suis dans le ring et que je dois vendre parce que je mange une volée, c'est le visage qui, pour moi, le montre plus. Parce que je peux m'exprimer pas pire avec le visage. J'aurais plus pris, peut-être, t'as pris Jim Carrey qui est un très bon exemple, mais si on reste dans le monde de la lutte, j'aurais pris Comme ça. Paul Heyman, tu vois. Oui, exactement. Tu vois, c'est complètement différent. Et justement, après, avec un peu plus d'expérience, comment ça s'est passé avec le public? Est-ce qu'ils t'ont tout de suite encouragé? Est-ce qu'ils avaient un petit peu du mal à connaître un peu ton personnage? Comment ça s'est passé ensuite? Euh, Ça dépend des fédérations. Il y a des fédérations qui m'acceptent tout de suite et qui voient que, ah, OK, il est quand même bien entertaining. Euh, Honnêtement, j'ai un truc facile. Je fais un backflip dans mon entrée et souvent, ça attire la foule, je veux pas. Dans le fond, c'est ça, je fais juste comme un moonsault, mais je tombe sur le côté comme ça. Donc, ça, habituellement, ça fait genre, oh, OK, cool, excellent. Je pense que je vais l'apprécier, cet homme. Donc, souvent, c'est comme ça que j'ai la foule dans ma poche en partant. Puis le reste s'ensuit, je lutte, puis après ça, il m'aime plus. Non, c'est pas. Non, mais après, c'est possible. Et c'est quoi les retours que tu as eu du public? Est-ce que c'est plutôt des retours positifs, encourageants, désencourageants ou parfois tu vas peut-être me dire ça dépend de la structure, mais est-ce que tu as un peu des retours du public? Parce que je trouve que c'est également aussi important d'avoir des retours du public. J'ai pas vraiment de retour du public. Je leur parle pas assez. Peut-être que je devrais, je sais pas. Ok. Mais actuellement, leur réaction quand je suis dans le ring est particulièrement positive, je crois. Une fois que le match finit, je sais qu'ils vont m'acclamer et c'est rare que je pars avec une salle complètement genre dévouée de son. Donc j'imagine que ça c'est un positif. Mais à part ça, j'ai pas vraiment. Il y a beaucoup de lutteurs aussi qui regardent, mettons, les matchs backstage et que je vais leur jaser. Et souvent, c'est des commentaires positifs avec des critiques que je prends et que j'essaie de mettre dans mon arsenal pour être meilleur la prochaine fois. Mais même sinon, à la fin du show, quand vous êtes à cette table de merchandising, il y en a aucun qui est venu te voir, qui t'a dit yes, enfin good job ou bon travail ou quoi que ce soit. Ouais, ça peut arriver des good jobs, des petits, des fist bumps, des trucs comme ça. C'est toujours plaisant aussi à voir. Là. Ok, ouais. Ok. Est-ce que parfois tu as l'impression que le temps est long? Est-ce que par exemple des fois, peu importe où tu es placé au niveau de la carte, alors c'était dans l'opener, tu passes tout de suite, c'était dans le main event, il faut attendre que toute la carte est passée, mais est-ce que parfois le temps est long dans les coulisses? Ça dépend dans quelle coulisse que t'es. Il y en a justement, comme je disais plus tôt, qui sont beaucoup plus dans leur bulle, donc c'est moins d'interaction. Et justement, si tu n'interagis pas, et puis même si t'es le premier. Quand je suis l'opener, je vais souvent avoir une bière, mettons, dans ma valise pour genre relaxer, puis là, je vais être comme OK, je suis plus à l'aise.
Main event, c'est un petit peu plus difficile parce que surtout c'est dans un backstage que personne ne se parle. Tu veux pas commencer à préparer ton match au début, mais en même temps, tu veux pas. Tu veux essayer d'interagir avec les autres, puis si ça n'interagit pas, oui, le temps peut être long. Sinon, tu peux toujours regarder le match entre les rideaux, toujours, et faire ah, ok, cool, je vais voler ces moves-là, excellent. Non, non ça peut arriver que ce soit le temps long, mais ça dépend toujours du backstage. Donc, c'est cela. Tu as déjà été dans des backstage où c'était complètement vraiment mort, que ça, enfin mort, c'est un bien grand mot, mais je veux dire que tout le monde était genre dans leur bulle et tout, ça doit pas forcément être évident, ça doit pas être rigolo d'être dans ce type de backstage. Non, puis souvent aussi, il y a eu des backstage C'était beaucoup, avant que j'arrive de lutter aussi, il y avait beaucoup de backstage que c'était des clics d'amis qui se tenaient ensemble. Donc, toi, tu venais de l'extérieur, c'était comme Oui. allô? Ah, ok, je peux pas rentrer dans votre cercle, c'est correct, je vais me tourner les pouces ici. Écoute, c'est la vie, c'est comme ça partout, je crois. Donc, tu t'adaptes. Alors, je, je- je vais te poser une question compliquée, hein, je suis désolé. En général, je le pose plus tard, mais tu me tends un peu la perche, donc permets-moi de la saisir. Je veux savoir, parce que tu as expliqué qu'en 2014, tu pars justement de la lutte. Est-ce que c'est aussi par rapport à ça? Est-ce que c'est par rapport à la mentalité de certaines personnes qui te disent, ouais, en fait, en gros, on commence un peu à me casser les couilles, le catch, donc du coup, je vais me barrer. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas un peu aussi une part de ça? Oui et non. Oui, parce que effectivement, ça peut pas décevoir, mais ça peut démotiver une personne qui veut continuer à percer là-dedans. Mais non, parce que j'avais mon groupe d'amis, et justement, j'ai mon frère qui luttait, j'ai son ami. Ah, mais c'est correct, eux autres, qui ont percé plus loin parce qu'ils pouvaient aller lutter. Donc, ils sont allés aux États-Unis, à Chicago, ils ont fait des shows, etc. Puis moi, j'ai jamais pu me déplacer. Quand eux autres commençaient à explorer plus l'Amérique du Nord, moi, j'ai arrêté. Donc, j'ai manqué toute cette occasion-là à cause du travail. Donc, c'est vraiment pas à cause du backstage ou des mauvaises pommes, admettons, que j'ai arrêté. Ça a aidé un peu, mais c'est vraiment pas à cause de ça. Il y en Ok. a Non, encore mais aujourd'hui, puis ça, c'est oui. normal. Ils vont en avoir partout, mais c'est moins fréquent, mettons. Tu dirais que la mentalité d'avant a changé ou alors c'est toujours pas pareil? C'était quoi est-ce que tu as remarqué une différence entre les backstage d'avant et la mentalité d'avant et les backstage, pardon, d'aujourd'hui et la mentalité d'aujourd'hui? Il y a eu une nette amélioration, je pense. Tu sais, je suis pas le gourou, l'expert de Oui, ça. J'ai pas fait 90 backstage non plus. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup plus de respect entre autrui dans les backstage comparé à il y a 10, 15 ans. Qu'avant, là, c'était vraiment des clics, que t'étais pas parmi nous, t'étais juste le petit canton polisson dans le coin et on parle pas de toi, là. Donc, aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus. Tu peux aller de l'avant avant voir quelqu'un et il va te répondre. Donc, ça, c'est génial. est-ce que à l'époque, si admettons, tu aurais débuté tout seul dans la lutte, c'est-à-dire sans ton groupe d'amis, est-ce que tu aurais encore continué? Est-ce que tu aurais continué dedans? Est-ce que ça aurait été compliqué? Et est-ce que tu penses que les jeunes, parfois, ils sont un peu vus? Alors, tu vas me dire, ça dépend quel jeune également, et ça dépend quel backstage. Tu vois, je fais un peu les questions-réponses, hein, je suis désolé. Mais je veux dire, est-ce que parfois, tu as aussi un peu la sensation que les jeunes peuvent être un peu des cibles pour ceux qui sont là. Quand tu parles des cibles, c'est ceux qui vont les remplacer. Tu vois, un peu tu vois un jeune talentueux qui arrive, tu te dis, ouh, lui, dans pas longtemps, si on ne freine pas un peu, je suis plus champion, il prend ma place, quoi. Ça a changé parce qu'avant, je trouve que j'ai eu beaucoup. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai eu des Ok. amis que ils sont allés dans des fédérations et ils ont eu une initiation à se faire varloper partout dans le ring, avec des objets et tout. Et t'arrives, l'ami va là, ne sait pas que ça va être un match hardcore, c'est juste, il s'attend à commencer dans une nouvelle fédération et hey, salut, petit gars, tu t'en vas te faire mettre des coups de poubelle sur la tête, des coups de chaise, amuse-toi. Ah, un power driver direct par terre. Ah, je te le dis pas, mais tu vas le manger. C'était dégueulasse, selon moi. C'était très dégueu comme mentalité. Aujourd'hui, j'en vois pas.
J'espère que ça arrive plus. Ça se peut que ça arrive encore ailleurs, mais pour vrai, c'est beaucoup moins présent. Donc, il y a une nette amélioration. Et s'il y a un jeune qui performe et il va prendre ma place en tant que champion, si quelqu'un dit vraiment qu'il se sent menacé de ça, c'est parce que c'est lui qui fait pas un bon travail, d'après moi. Donc, moi, j'encourage n'importe quel jeune qui pense qu'il peut devenir champion, et il peut devenir champion si tu crois avec ton cœur, ou whatever qu'ils disent à la télé. Non, mais c'est un beau message et c'est un message aussi d'encouragement, tu vois. Et ça, aujourd'hui, c'est important, tu vois, avec les réseaux sociaux où tu te fais descendre le moindre truc que tu dis, le moindre opinion que tu as. Voilà, tu te fais à chaque fois descendre et avoir des encouragements comme ça. Je te repose juste la question, ça te dérange pas par rapport au niveau de toi-même? Si, admettons, tu aurais été tout seul, pas d'amis ou quoi que ce soit, est-ce que tu aurais encore continué dans la lutte ou vraiment pas du tout avec du recul? Je pense pas. Comme je dis, je suis un homme très timide dans la vie, Ok. donc aller de l'avant et tout ça, c'est très difficile pour moi. Même mon retour, c'est mon ami, mon partenaire Adam Sky qui a fait les démarches pour qu'on puisse se faire booker et tout. Et maintenant que je suis revenu, maintenant je suis plus à l'aise, je recommence, je suis plus vieux aussi, donc je suis capable de prendre je suis capable d'accepter un non, je suis capable de prendre la critique et tout. Mais c'est sûr qu'à 18, entre 18 et 21 ans, quelqu'un me dit, pas ce que quelqu'un me dit, viens lutter. Je vais jamais demander à quelqu'un, je peux-tu travailler pour toi ou Hmm. etc. Donc j'aurais juste fondu dans l'obscurité, j'aurais été perdu dans le mal. Non, mais après tu vois, on est comme on est, puis après, tu vois, pardon, tu vois, c'est bien d'avoir eu des soutiens comme ça. Il y en a, je suis sûr, ils rêveraient hein, d'arriver dans la lutte et d'avoir un pilier sur qui compter ou des piliers, parce que toi, c'est des piliers, et ça, c'est bien. Euh, on va parler un petit peu enfin, de tes meilleurs et pires matchs, mais juste avant, je voudrais qu'on revienne un petit peu donc, sur ton tout premier match. Comment ça s'est passé ton tout premier match? Est-ce que tu en gardes quand même un bon souvenir ou pas du tout, malgré que, comme on dit, c'était tes débuts, mais sinon, comment ça s'est passé ton tout premier match? Mon tout premier match c'était un match à trois. Dans le fond, c'était moi et deux amis, donc c'était très simple à planifier et tout. Donc, je me souviens absolument, pour vrai, je me souviens pas du tout du match. Pas du tout. Je me souviens juste que justement, il n'y avait aucune psychologie. C'était juste on fait les moves qu'on peut faire, on s'échange et ensuite je perds à la fin. Ok, cool. Pour vrai, c'était pas une fédération aussi bien préparée, bien encadrée. Donc, on est arrivé là, on a fait nos affaires et on est reparti. Tu dirais que j'ai l'impression, tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai l'impression que quand tu débutes au tout début, tu n'étais pas bien, entre guillemets, comment dire, pas bien structuré. Tu vois, en gros, hein, en fait, tu es tombé dans une fédération où tu es tombé dans un endroit qui vous apprenait pas les bonnes choses. Est-ce que je me trompe ou pas du tout? C'est surtout une fédération c'était mes amis et tout, qui ont parti leur fédération, donc ils avaient leur base de lutte. D'accord. Mais Ok. côté psychologie, c'était beaucoup plus difficile. Et on a essayé d'avoir des entraîneurs d'ailleurs pour venir nous coacher, mais ça nous coachait des choses complètement pas rapport. Comme du hardcore, comment manger un coup de chaise, et le coach s'est mangé une commotion aussi. Ça, c'était bravo champion. Des choses comme ça que je vais me souvenir toute ma vie, mais lui non, parce qu'il y a une commotion. Euh, donc, c'est ça. C'était une fédération plaisante à lutter pour, mais c'était pas une fédération qui nous aidait à avancer dans la vie. À l'époque, c'était très fréquent les coups de chaise dans la tête, hein. On a vu notamment l'histoire Chris Benoit. Est-ce que Mhm. ça aussi, le fait qu'il y a eu l'histoire Chris Benoit par rapport à ça, est-ce que vous aussi, vous avez dû prendre également aussi des mesures un peu drastiques, c'est-à-dire en gros bannir ça? Est-ce que tu as entendu que les coups de chaise dans la tête enfin, ont été bannis, quoi que ce soit? Est-ce que l'affaire Chris Benoit, ça a aussi pris un impact sur toi également, sur la génération où tu étais par rapport au niveau des coups dans la tête? Honnêtement, moi, j'ai jamais vraiment été dans ces fédérations-là qui acceptent des matchs gros intenses comme ça. Ok. Beaucoup de fédérations, par exemple, te disent c'est pas une foule à ça, donc ne fais pas de moves direct par terre, mettons, ou des moves dangereux.
Ils OK. vont te dire, ah, c'est une foule de personnages. Donc, si tu veux travailler ton personnage et tu n'as pas des moves excellents, travaille ton personnage. Je suis sûr que l'événement de Chris Benoit et tout, ça a changé beaucoup la mentalité dans le monde Ouais. entier, fort probablement. Ben, je ne l'ai pas remarqué à première vue non plus, mais c'est ça, j'ai pas visité les endroits, je pense, qui étaient très intenses comme ça. OK. Et du coup, je voulais me parler un peu. L'un de tes meilleurs et l'un de tes pires matchs, c'était quoi? Mon meilleur match, c'était, je sais que vous connaissez ça en France, je sais pas si tu connais ça, le François Pérusse. Pas du tout. Je suis désolé s'il m'écoute ou s'il nous écoute, je suis désolé. C'est un artiste, dans le fond, qui fait des blagues et il fait des capsules de jokes et tout ça. OK. Moi et mon frère, on a eu un match François Pérusse. C'était complètement ridicule, avec des sketchs de François Pérusse dans le match. C'était excellent. Je le referais toujours, tout le temps. C'était magique. C'était même pas un. Oui, c'était un match de lutte parce que on lutte, puis la foule aime voir la lutte, mais il y avait beaucoup de n'importe quoi et c'était beautiful. Pire match, mon match de retour quand je suis revenu il y a 2 ans, c'était un match par équipe avec mon partenaire qui m'a convaincu de revenir à la lutte et il s'est fracturé une partie de la colonne, donc, ou genre le coccyx. Donc le match a duré un gros 36 secondes. Il s'est blessé, le match a arrêté, l'ambulance est arrivée. J'étais comme, ah, j'en reviens là-dedans, moi. Cool. Ouais, Donc, c'était c'était épeurant comme retour, mais après ça, je suis revenu et tout s'est bien passé, à part le quartier. c'était c'était un peu un bisoutage entre guillemets, tu vois, enfin un peu un message genre de re-bienvenue, quoi, tu vois, c'était un truc comme ça. Est-ce que quand tu arrêtes en 2014 et que tu reviens, est-ce que c'est pendant cette période-là, est-ce que déjà tu t'attendais à ce que tu allais revenir? Est-ce que tu avais genre mis un point définitif en disant non, franchement, j'arrête, même si on sait qu'un lutteur, c'est très compliqué pour arrêter tout. Est-ce que tu avais aussi un manque? J'ai toujours eu un manque parce que quand j'ai arrêté, c'était un peu forcé. Et quand j'ai arrêté, puis que je voyais justement genre une gang de mes amis continuer à percer et à développer beaucoup plus leur lutte et aller plus dans les États-Unis, etc., j'étais comme, je pourrais être dans ce groupe-là aussi, ça fait suer. Mais quand je suis revenu, encore une fois, si c'était pas de mon ami, je l'aurais jamais fait. Parce que, tu sais, même le 8 ans que j'ai arrêté de lutter, pendant ces 8 ans-là, ça n'a jamais arrêté que j'aurais aimé ça recommencer, mais j'étais encore une fois trop timide ou trop réservé pour aller voir une fédération random dire Hey, ça fait 4 ans que j'ai pas lutté, donne-moi une chance. Dieu merci que Lutte Laurentide a fait Ben oui, on s'en fout, on va te donner une chance, puis on va blesser ton partenaire. Ouais, Non, c'était un accident qui s'est oui, blessé. non, mais je me doute, mais honnêtement, ouais, franchement, pour un retour, honnêtement, je pense que tu t'attendais quand même à mieux et tu vas t'en souvenir. Je voulais savoir un petit peu avec toi, on va parler un petit peu du kayfabe, si tu veux bien. Je voulais avoir un petit peu ton retour par rapport à ça. Déjà, je voulais savoir, toi, en général, après les shows, là où vous êtes à la table de merchandising, hein, pour faire des photos, signer des autographes aux fans, bref, là où ils te donnent très peu enfin, je veux dire, de félicitations, de conseils, bref, je voulais savoir, est-ce que toi, tu restes toujours dans ton personnage? Est-ce que tu es hors personnage? Bref, et est-ce que tu penses que toi, aujourd'hui, le kayfabe est mort ou pas du tout avec l'explosion des réseaux sociaux? Le kayfabe est définitivement mort, je pense, avec les réseaux sociaux et surtout, la dernière personne qu'on croirait briser le kayfabe, c'est Undertaker, puis maintenant, il a tout fait ce qu'il a fait en tant que Mark Calloway, était comme, OK, il n'y a plus de kayfabe. Mais sur la plus petite scène, comme au Québec, etc., je pense que c'est important de le garder si ton personnage est distant de ce que t'es. Genre, moi-même, si je suis à la table de merch, je vais garder mon kayfabe parce que je suis juste moi-même fois 12. Quelqu'un qui joue un personnage super naturel, un peu comme Undertaker ou comme Bray Wyatt, c'est important. Je pense que là, rendu là, faut qu'il reste derrière sa gimmick. Sinon, là, surtout s'il y a des enfants dans la foule, c'est là que ça brise l'immersion du kid qui vient te voir, puis c'est comme Ah, t'es quelqu'un de normal. Ok, cool.
Fait que c'est ça. Je pense que si t'es vraiment une gimmick hors du commun, c'est là que c'est important de le garder. Je te parle de ça parce que moi j'étais petit encore à cette époque, je suivais pas trop, c'est même pas trop, hein, c'est que je suivais pas du tout de la lutte indépendante et tout, hein. Moi c'était plus WWE à cette époque. Est-ce que toi, à tes tout débuts, est-ce que le kayfabe continue encore ou tu sentais vraiment que ça commençait un petit peu à se diminuer et est-ce qu'on vous forçait au niveau du kayfabe? Est-ce que par exemple vous avez deux vestiaires complètement différents ou alors vous êtes tous dans le même vestiaire? J'ai toujours eu le même vestiaire. Oublie ça, au Québec, les fédérations, ils n'ont pas l'argent pour se fournir deux vestiaires. Non, mais on ne sait jamais parce que regarde, tu vois, par exemple, regarde, nous, tu vois, ici en France, parfois les shows, tu vois, en fait, se font dans des salles de sport. Et en fait, tu vois, c'est un peu des salles de sport comme quand tu vas faire du sport, tu vois, avec l'école. Et des fois, bah, quand tu regardes les salles de sport, bah, tu as un endroit où tu as les toilettes. Puis après, bah, tu vois, tu as un endroit aussi où tu as, bah, par exemple, les vestiaires des hommes et les vestiaires des femmes, tu vois. Et après, bah, tu vois, des fois, tu peux utiliser les vestiaires des femmes pour mettre justement les heels et les vestiaires des hommes pour mettre les faces, quoi. Non, c'est ça. Nous autres, c'est des sous-sols d'église souvent, donc des plus petites salles dans le backstage pour les lutteurs. Et on a eu des salles un petit peu, comment dire, poliment, on va dire tout croche, où la cantine qui sert les hot dogs, c'est la même table que les mères vont changer leurs bébés, genre. Donc, Ok. comment, ok, j'ai mon ketchup moutarde d'un enfant qui se fait changer. Excellent. Donc, c'est ça, avoir deux vestiaires, oublie ça ici. Impossible. Non, mais on ne sait jamais, tu vois, ça aurait pu être possible et honnêtement, non, mais honnêtement, est-ce que tu aurais aimé, toi, avoir deux vestiaires ou pas du tout? Non, je pense Personnellement, pas. non? Non, parce que c'est pas quelque chose, à moins que genre, non, j'allais dire à moins qu'une, mais non, c'est comme ça, on a toujours un contact avec notre adversaire ou avec tout le backstage. Je trouve ça un petit peu, si tu sépares le backstage en deux, ça brise un peu la fraternité qu'on peut avoir. Ok. C'est sûr, comme je te dis, il y a des backstage un peu moins fraternels, donc ça paraît moins, mais si c'est des gens qui aiment jaser, que je peux juste parler avec les heels à un certain point, c'est moins plaisant. Ok. Et je voulais savoir, quand c'est des backstage comme ça, vous pouvez avoir quand même un peu d'intimité, genre pour vous changer, vous n'allez pas vous foutre à poil devant tout le monde, parce que, enfin, non, mais je te dis ça parce que moi, le truc qui m'a traumatisé, c'était à l'école. Je me rappelle quand on allait à la piscine et tout, il y en avait des fois, ils se foutaient à poil de devant toi pour se mettre en maillot de bain. Bon, des mecs, on était entre mecs, mais tu vois, moi, en tant que jeune et tout, moi, je peux, en fait, en gros, me mettre à poil devant beaucoup de personnes je peux pas, tu vois. Enfin, je veux dire, j'ai mon intimité, j'ai ma pudeur. Est-ce que vous, enfin, quand même, enfin, il y en a des qui changent aux toilettes, ça change pas de devant. Enfin, vous changez comme ça, non? Il y en a beaucoup qui vont se changer comme ça, moi en partant, mais on se met une serviette autour de la taille, Ouais, mettons, et ouais. on essaie d'être discret. Ok, Il y ouais, en a j'allais qui dire. seront pas à l'aise et qui vont aller genre aux toilettes, mais souvent c'est les toilettes partagées avec la foule et tout. Donc tu te Wow. mets dans une Ok. toilette et tu essaies de te changer au plus maudit, caché. Puis après tu retournes backstage, mais c'est jamais évident. J'ai appris à apprécier mon corps et de me changer en serviette. Et en plus, en parlant de ça, le meilleur vestiaire apparemment à la piscine qu'on m'avait dit, c'était le vestiaire des filles ou alors des profs, parce qu'en fait, eux, ils avaient leur longue vestiaire et puis ils avaient une petite cabine, tu vois, en fait, à l'intérieur, ils avaient une petite porte où justement, ils pouvaient changer à l'intérieur. Donc, du coup, je me suis dit, c'est quand même incroyable enfin, on facilite les femmes plutôt que nous, les hommes. J'étais dégoûté étant plus jeune par rapport à ça, mais bon, bref. Ça, c'était un truc qui n'a absolument rien à voir. Mais bon, je voulais le partager avec toi. Et juste pour terminer au niveau de tes matchs, je voulais savoir, est-ce que tu as des préférences particulières? Est-ce que, par exemple, les matchs à stipulation, ça peut être des choses qui pourraient te plaire, qui pourraient te convenir, ou alors les matchs hardcore, est-ce que ça aussi, c'est des choses qui pourraient te plaire aujourd'hui ou par la suite? Des matchs de stipulation loufoques me plaisent. Comme je te disais plus tôt, le match François Pérusse, c'était un match que personne n'a jamais vu. C'était un match spécifique à moi et mon frère. La foule a apprécié. C'était complètement différent. Le hardcore, je ferais jamais ça parce que ça fait mal. Ça J'aime fait pas trop ça avoir. peur? Non, ça fait juste mal. Ok. Ah, mais J'aime pas ça avoir mal. Mais oui, non, là, mais c'est l'idée de blader aussi, d'avoir de la couleur et tout, c'est pas vraiment dans mes cordes.
juste des matchs folles. À part si c'est un match d'échelle, j'ai toujours, tu sais, je t'ai dit mon premier match, c'est WrestleMania X7, le Triple Threat. Edge, c'est mon lutteur préféré, donc les matchs d'échelle, je trippe depuis que je suis tout jeune. Donc c'est sûr, on book Chester, t'es dans un match d'échelle, je vais être comme, OK, excellent, j'embarque. Mais sinon, des matchs ordinaires, c'est bien correct pour moi. Passe à travers une table, t'as déjà fait coup de chaise, des trucs Coup de chaise dans le fond, classiques. oui. Ouais. J'ai essayé, on avait un spot de passer à travers une table, mais j'ai mis mes mains dessus et la planche a fait pfff. Donc, Ouais. Là, techniquement, non. ok. Et du coup, justement, ce coup de chaise, alors l'expérience. C'était même pas un coup de chaise, en fait, c'était un coup de panneau de signalisation Ok. dans le dos et ça claque vraiment fort, beaucoup plus que je m'attendais. Ok. Ça pique après, non? Ça va? Ouais, ça pique. Je peux comprendre. Et du coup, c'était quoi le retour de ta famille? Est-ce qu'ils ont pu venir te voir justement assister à des shows? Ma mère a pu. On a fait Ok. des shows dans sa ville où elle habite. Donc, ça a été super. Mon père, je pense pas qu'il est revenu encore. Mais il me supporte aujourd'hui. Il sait que je prends mes propres décisions et il va me supporter dans ce que je fais quand même. Mais il habite un peu plus loin maintenant. Donc, lui, c'est un peu plus difficile. Mais toujours quand il y a un show où ce que ma mère habite, je lui laisse savoir. Et elle vient supporter. Elle a toujours peur à chaque fois. Elle est comme ah, j'aime pas ça de voir faire balle, mais je suis là pour C'est une porter mon. maman. Exact. Et du coup, tu me disais que ton frère luttait. Il lutte toujours aujourd'hui, toi, ton frère? Il y a mon problème que j'avais il y a 10 ans. C'est lui qui travaille les fins de semaine, donc il Ok. peut pas vraiment lutter. Ok. Tu souhaiterais, toi, qu'il revienne dans la lutte ou vraiment pas J'aimerais ça. du tout? Il Ok. était excellent en tant que lutteur, donc ça serait bien qu'il revienne, mais c'est ça. Il y a d'autres choses à faire, il y a d'autres chats à fouetter dans la vie. Tu me vois peut-être venir avec ma question, mais un match frère contre frère, un peu comme Jeff Hardy et Matt Hardy ou d'autres qui a peut-être déjà eu, mais que je n'ai pas le souvenir. Est-ce que ça aurait pu être possible? Est-ce que c'est toujours possible? Est-ce que tu penses? Ben, c'était contre lui que j'étais dans le match contre Pérus. C'était il y a un an. Donc, Ok. tu sais, c'est encore frais. Ça peut se refaire sûrement, oui. Il était meilleur en tant que Kyo. Puis, il était meilleur en équipe. J'ai aussi mon équipe. Donc, ben, il a fait son retour l'année passée aussi parce qu'il l'avait arrêté pendant la COVID et tout. Donc, on était sur le match de retour. C'était vraiment plaisant. Donc, puis moi, n'importe quand qu'on me book contre lui, je vais dire oui, absolument. Est-ce que tu as eu un adversaire qui a été compliqué? Ça peut être pour deux raisons différentes. Compliqué parce que tu te dis, bah, franchement, on a fait un putain de bon match. Que c'était franchement excellent, qu'on peut le faire n'importe quand, le match sera toujours bon. Tu vois, un peu comme un Kevin Owens et Sami Zayn. Hein, tu vois, eux, tu sais très bien que tu les fous dans le ring, ils vont te sortir de la dinguerie. Ou alors, ça peut être compliqué parce que bah, ils t'ont mis quelqu'un qui, tu vois, enfin, malheureusement, n'a pas trop d'expérience. Et du coup, bah, tu vois, enfin, c'était un peu catastrophique. Bon, après, comme quand j'ai envie de te dire, on doit bien commencer tout le temps quelque part, tu vois, une personne expérimentée avec une personne moins expérimentée, mais est-ce que tu as eu des adversaires depuis que tu luttes qui étaient un peu plus compliqués que d'autres? Les plus compliqués, oui. Souvent, t'as certains lutteurs qui ne planifient pas vraiment. Donc, tu Ok, essaies au moins de trouver une fin et un début minimalement, possiblement pour faire de l'histoire dans ton match. Mais il part toujours fumer dehors, puis là, tu veux planifier. Puis là, ah non, je vais aller me chercher une bière. Puis là, c'est comme, ok, tu vas lutter sous en plus. Excellent, je suis vraiment content de savoir ça. Et ça, c'est les plus compliqués. Les jeunes qui arrivent, souvent, ils veulent apprendre, donc ils vont t'écouter. Puis, un jeune veut impressionner la foule aussi, donc il va manger n'importe quel move qu'il veut, il va prendre n'importe quelle attaque que tu as parce qu'il veut impressionner et parce qu'il veut justement faire sa marque. Donc, lui, il va avoir des idées, puis souvent, ça va être des idées folles que tu peux ambitionner sur, puis peut-être le calmer et dire, hey, si on fait ça à la place, souvent, un nouveau va comprendre, puis en même temps, il va vouloir manger des coups un peu plus, pas violents, mais plus impressionnants, justement pour se faire comme oh, j'ai eu l'œil sur lui parce qu'il a fait ça. Donc, je te parlais tout à l'heure du changement des backstage. Est-ce que justement les jeunes de avant et les jeunes d'aujourd'hui ils sont complètement différents? Est-ce que tu sens plus d'envie? Est-ce que tu sens moins d'envie?
C'est quoi un peu l'image? Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on parle toujours de vous, mais vous aussi, vous voyez également aussi des jeunes arriver. C'est quoi ton avis sur les jeunes d'avant quand toi tu as commencé et les jeunes d'aujourd'hui? Est-ce que tu trouves qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'implication aujourd'hui? Est-ce qu'il y a moins d'implication? Je pense pas qu'il y ait un changement, honnêtement. Il y a les deux spectrums de nouveau sont là, genre comme avant, comme aujourd'hui, que t'en as qui veulent apprendre et qui vont prendre la critique, qui veulent vraiment percer, et t'en as qui sont là, qui se disent que je sais déjà tout et que suis mes ordres, puis ça va bien aller, Ouais, comme puis en fait, tu as c'est dit, super. comme toi. Exact. Donc, ça n'a pas changé. Je pense que pas la démographie, mais juste les pourcentages est plus dans le positif que dans le je suis plus hot que tout le monde, donc au moins ça. Là. Peut-être beaucoup, toi, de jeunes qui veulent vraiment apprendre ou tu es, comme tu disais, comme tu es quelqu'un de réservé, tu t'oses peut-être pas trop? Il y en a des jeunes que je peux regarder, que je sais qui veulent et qui veulent apprendre des autres. Leurs autres, je vais les approcher ou je vais développer une camaraderie avec ces personnes-là pour éventuellement qu'on puisse justement échanger pas des critiques, mais juste des informations ou des conseils pour cette personne. C'est toujours plaisant justement quand le jeune, tu le vois qui veut apprendre et qui veut prendre la critique des autres. Donc souvent là, je vais plus m'investir dans cette personne-là. Si tu aurais un conseil là, que ce soit à des futurs lutteurs ou lutteuses qui veulent justement se lancer, hein, on s'en fout que ça soit en France, en Belgique, bref, quel conseil toi tu leur donnerais? Ça serait quoi déjà, quand tu arrives, c'est quoi les choses qu'il faut faire? Bon, écouter les autres, ça oui, ne pas se prendre pour le John Cena de demain, ça oui, mais sinon la chose la plus importante, ça serait quoi pour toi? Accepter la critique et comprendre que non n'est pas la fin du monde aussi. Si si tu OK. poses une question, etc., et il te dit non, tu sais, ta vie n'est pas finie. Là. Tu peux continuer etc. Même si tu veux, hey, je veux lutter à telle place et le booker te dit non, ça arrive, c'est correct. Il n'y a peut-être pas le temps pour toi. Tu peux y redemander plus tard si jamais, etc. Donc, c'est jamais fini après un non. Tu peux toujours. La vie continue. Puis c'est ça. Écoute les critiques et tu peux juste t'améliorer si tu améliores ton négatif que les autres te disent. OK. Aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce que tu dirais que le catch t'a apporté? Des amis incroyables. Honnêtement, c'est aussi simple que ça. Juste aussi la confiance en moi. Beaucoup dans le temps de l'école secondaire, je me faisais niaiser tout ça comme on dirait presque tout le monde, mais c'est sur une fois que je suis dans la lutte et que j'ai une foule qui m'acclame ou qui me hue quand je suis méchant, ça m'amène un certain confort de je fais quelque chose de bien. Puis des amis backstage, il y en a tellement que j'ai rencontrés depuis le temps que j'adore pour mourir, que je ferais presque tout pour eux. Alors, les branler tout à l'heure, n'importe quoi. C'est ça que le catch m'a amené. Tu dirais que ça t'a permis aussi de te découvrir toi-même, parce que toi qui étais quelqu'un de très timide, si tu n'aurais pas fait de la lutte, tu serais peut-être encore un peu plus timide aujourd'hui. Une interview comme ça, je suppose que ça aurait été compliqué pour toi également. Absolument. C'est ça, j'ai toujours aimé le théâtre, mais j'ai toujours été trop timide pour faire du théâtre. Puis, ben, justement, le fait que j'ai un cercle d'amis dans la lutte, ça m'a tellement aidé à mettre le pied dans cette industrie. Et j'ai toujours voulu être cascadeur aussi. Donc, c'était comme un beau mélange de je veux tout faire ça, puis j'ai des amis en plus. Donc, je vais rester là-dedans. Et maintenant, c'est ça, je me suis découvert beaucoup plus aujourd'hui que j'ai tel aspect de moi-même que grâce à la lutte, je le vois. Excellent. Fait que oui, exactement comme tu dis. J'ai beaucoup appris sur moi-même. Ok. Avec du recul, est-ce que tu regrettes les choix que tu as fait, c'est-à-dire en gros en 2014, même si tu n'avais pas trop de choix, d'être parti, aujourd'hui d'être revenu, bref, est-ce que tu as un regret dans le catch que tu aurais aimé faire et que tu n'as pas pu faire, un regret de t'être lancé justement dans le catch ou vraiment tu n'as aucun regret? Je ne pourrais pas considérer mon départ en 2014 un regret parce que j'avais besoin de vivre, j'avais besoin d'argent, donc j'avais pas le choix de le lâcher. Puis les fédérations que je faisais et le cheminement que j'allais n'allaient pas me faire vivre. Donc, c'est pas un regret. J'ai pas vraiment de regret dans la lutte.
I guess, la première gimmick de chinois, ça peut être un regret à un certain point, mais je le vois quand même positivement que, je veux dire, j'ai eu le temps avec mon ami, c'était super, donc aucun regret. Ok, non, mais c'est important, tu vois, de se dire peut-être que oui, tu vois, enfin, ça, tu vois, si j'aurais pu faire ça, tu vois, enfin, je l'aurais fait autrement ou autre. Ça, c'est important. Tu dirais que c'était quoi, toi, le meilleur conseil qu'on a pu te donner et que justement, quand tu l'as appliqué, bah, tu as vu que les changements ont changé, quoi. Le meilleur conseil, c'est que je suis bon et que je devrais avoir confiance en moi. Mot pour mot, la personne m'a dit, Chester, t'es bon. J'ai essayé de lui répondre non, mais il m'a tout de suite coupé. Il m'a dit, ta gueule, Chester, t'es bon. Tu vas lutter. Je t'aime. OK, excellent. C'est niaiseux, mais c'est juste ça que des fois ça prend. C'est juste un t'es bon, on aime ce que tu fais, etc. Donc, Quand on est timide, on est d'accord qu'on a un manque de confiance en soi, toujours, toujours. toujours. Même, c'est quoi compliqué dans ta vie personnelle? Ça a été compliqué des moments de ta timidité? Ah oui, beaucoup. Juste le classique appeler pour une pizza au restaurant, puis il faut que tu te prépares 5 minutes d'avance avant d'appeler. OK, je vais faire le tour de la maison 4 fois avant d'appeler. OK, je suis prêt. Je sais pas que je veux commander, je vais raccrocher. Je vais écrire que je veux commander, comme ça je vais m'en rappeler. Là, t'appelles, puis une pizza, puis c'est ça. Oui, non, mais je peux que comprendre, hein, parce que enfin, j'ai déjà vu des gens complètement tétanisés au téléphone, le fait, tu vois, enfin, le fait de les appeler, et pourtant tu lui dis, ben, enfin, elle va rien faire, la personne, elle va pas te bouffer et tout, mais c'est vrai que c'est un problème. C'est un problème. Après, je suis pas psychologue, hein, j'ai pas fait des études de psychologue, je donne juste mon avis, mais je pense que tu vois, des fois, ça peut être aussi un problème un peu psychologique et tout, quelque chose qui t'a peut-être marqué, parce que j'ai l'impression que à chaque fois qu'on a un trouble ou un bug sur quelque chose, c'est souvent quelque chose qui nous a marqué étant plus jeune. Peut-être que, bah, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, étant plus jeune, tu vois, enfin, tu te faisais un peu chamailler, tu te faisais un peu moquer. Donc peut-être que tu t'es un peu renfermé en toi-même et que tu te dis, bah, en fait, en gros, la peur disons, tu vois, enfin, de s'exposer, la peur de parler, bah, tu vois, en fait, en gros, ton cerveau, il s'est mis un petit peu, tu vois, enfin, un peu une porte, tu vois, enfin, qui est un peu fermée. Et le fait de l'ouvrir un peu tout doucement, tu vois, enfin, a un peu du mal. Est-ce que tu dirais que c'est un peu ça ou vraiment pas du tout? Non, c'est exactement ça, mon cher. Ok. Et pourtant, tu vois, je te dis, j'ai même pas fait d'études de psychologie, mais j'ai l'impression, en fait, tu vois, enfin, je te dis, en fait, des fois, c'est hallucinant parce que j'écoute vos histoires qui sont toujours passionnantes. Et d'ailleurs, merci beaucoup, hein, que ce soit toi, que ce soit tous ceux qui sont venus. Et parfois, je me reconnais, en fait, en vous. Et c'est ça, en fait, qui est bien, tu vois, dans les échanges comme ça d'interviews. Des fois, tu vois, les gens, en fait, ils ont vécu les choses que toi, en fait, en gros, tu as pu vivre ou que tu connais des gens qui ont vécu. Et ça, pareil, c'était bien. Une chose que je sais que beaucoup de monde n'aime pas en fait en parler. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, attention, si j'avoue ça, bah, je vais avoir une mauvaise image. Alors que pas du tout, parce que vous restez des humains avant tout. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un burn-out, par exemple, par rapport à la lutte? Par rapport à la lutte, je te dirais que oui, quand j'ai lâché justement, c'était une bonne partie de, oui, je travaillais les fins de semaine, mais une bonne partie de les backstage que je visitais n'était pas encourageant. Ok. C'est ça, j'ai vraiment manqué de peu l'ascension de mon frère et des amis. Donc, si j'avais resté un peu, peut-être que j'aurais jamais lâché, je sais pas. Mais oui, effectivement, éventuellement, j'ai eu un burn-out de l'atmosphère de la lutte dans les fédérations que je côtoyais. Puis ça, c'est un peu de ma faute. Ça pourrait être un regret que je pourrais dire que j'ai eu, c'est que j'ai pas contacté d'autres fédérations pour me développer ailleurs. Ok. Mais sinon, c'est ça. C'était pas un gros burn-out où j'étais complètement fini. C'est juste que c'était un écœurant de titre plus. C'est compliqué de se mettre en avant parce que peut-être que là, les jeunes qui nous regardent, ils se disent, bah, moi, ça fait peut-être 1 an, ça fait peut-être 2 ans que je suis dans la lutte ou justement, je veux me lancer dedans. Est-ce que tu dirais que c'est compliqué de se mettre en avant et alors, attention, je ne suis pas en train de te dire que il faut être champion absolument de la structure parce que des fois, il y en a qui attendent 14 ans et qui n'ont toujours pas de ceinture. Hashtag Jey-Uso, hein, mais ça, c'est une autre histoire et c'est la WWE, mais sinon, en général, est-ce que tu dirais que dans la lutte, c'est compliqué de se mettre en avant quand on vient de débuter? Je pense, honnêtement, avec tout, je sais pas si c'est pareil en France, mais tu sais, au Québec, on a beaucoup beaucoup.
on a des bonnes écoles de lutte qui peuvent Ok. te montrer à aller de l'avant. C'est pas juste des cours de comment être dans un ring, c'est aussi des cours de comment être à l'extérieur du ring. Et souvent, tu as d'autres personnalités, des lutteurs, etc., qui peuvent te dire comment, mettons, faire ton image sur les réseaux sociaux ou comment te faire ton image backstage aussi, qui pourrait faire en sorte que ton booker va être comme lui, il pourrait être champion s'il continue comme ça. C'est sûr, il faut que tu sois bon dans le ring. Parce que si t'es tout croche et tu blesses tout le monde, peut-être pas qu'ils vont te mettre champion, mais c'est juste une attitude, je pense, de positivisme et juste de te mettre de l'avant qui peut faire comme lui, je peux le mettre champion. Là. Et pour toi uniquement, encore une fois, comme je dis ici, c'est vos interviews, c'est vos propres avis à vous. Est-ce que pour toi, le fait, pardon, de faire des prises de risque, un peu comme des Salton Plash ou autres, hein, des Phoenix Splash aussi, est-ce que ça aussi, enfin, des prises de risque, quoi, pour tout le monde dans le même sac, est-ce que ça aussi, c'est important pour être plus mis en avant et pour peut-être avoir une opportunité d'être champion, ou alors on n'est pas obligé de faire des trucs incroyables pour devenir champion? Absolument pas. Tant que tu as un bon personnage, une bonne connexion avec la foule, tu peux être champion. Si tu regardes le moveset de Steve Austin, c'était rien de fameux. C'était Mmh. très basic, des punches, des kicks, et regarde comment il était. C'est un des plus grands lutteurs. Ouais, Hulk bien sûr. Hogan, à la WWE, si tu regardes la carrière de Hulk Hogan au Japon, qui faisait beaucoup plus de prises que quand il était à WWF, que c'était 3 moves et c'est ça, c'est son arsenal. Là. Donc, c'est vraiment pas être bon dans le ring, c'est beaucoup plus être bon avec la foule, je pense, et d'avoir au moins une bonne base pour pas que t'aies de l'air fou. Donc, T'expliques. oui, si tu Ouais. fais des Mmh. Phoenix Splash, c'est vraiment cool. Tu vas peut-être avoir genre la ceinture, pas la mondiale, mais tu vas avoir la ceinture en dessous. Si vraiment ton booker est comme ça, c'est nice. Mais si la foule réagit pas à tes saltos et tes pirouettes, ça sert à rien, je pense. Oui, bah, oui, parce que enfin, la personne numéro une qu'il faut réagir, c'est les fans. Parce que si les fans enfin, ne réagissent pas, c'est qu'il y a un énorme problème. Est-ce que le fait que quand tu es revenu là en 2020, t'expliquer hein, que justement, tu es revenu grâce à ton meilleur ami, est-ce que tu dirais que c'est compliqué de se faire un CV dans le catch, de se vendre? Est-ce que c'est compliqué? Comment on fait exactement un CV, quelque chose comme ça? Est-ce que c'est un peu un CV comme quand on démarche une entreprise? Comment ça se passe exactement? C'est encore difficile pour moi aujourd'hui, 4 ans plus tard que je recommence. 2 ans plus tard que j'ai recommencé, j'ai encore OK. beaucoup de difficultés à aller de l'avant et voir une promotion, dire bonjour, je suis intéressé à travailler pour vous. Moi-même, encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de misère à faire ça. Je suis pas la personne idéale pour ces genres de Répondre à cette question. conseils-là. OK. Non, non, mais il y a pas de souci, mais au moins, tu vois, on sait, c'est pas grave, t'inquiète pas. Et pareil, je voulais savoir, toi, avec ton expérience, alors si tu peux me parler avec ton regard à toi, et avec du recul, bien sûr, et puis, bah, ton expérience à toi, qu'est-ce que tu dirais, toi, qui est compliqué en étant lutteur? Qu'est-ce qui a été compliqué pour toi en étant lutteur? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est le fait, de lutter des fois un peu loin de chez soi, c'est quoi que tu dirais qui est compliqué en étant lutteur? C'est que si tu as d'autres cercles d'amis en dehors de la lutte, avoir tes fins de semaine, c'est très difficile. Ouais, Souvent, quand tu luttes beaucoup, c'est les vendredis, c'est les samedis et c'est les dimanches. Donc, si tu as d'autres amis qui veulent te voir ou si tu veux te faire une copine, etc., ça va souvent être des soirées de semaine qu'il faut que vous voyez ou que vous passez des activités. Je pense que c'est ça le plus gros. À moins que c'est sûr que tu peux décharger ton horaire et juste faire comme 1 ou 2 fins de semaine par mois. Mais si quelqu'un veut vraiment percer, habituellement, tu vas lutter tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches, quelques fois la semaine, etc. Fait que je pense que c'est ça le plus difficile. OK. Toi, enfin, enfin, si tu veux pas y répondre, tu y réponds pas, pas de problème, mais est-ce que toi, par exemple, tu as réussi ou encore aujourd'hui, est-ce que tu arrives à avoir une vie privée, avoir peut-être une petite amie, un petit copain? Parce qu'on est tous différents et est-ce que tu dirais que c'est aussi compliqué d'avoir également une petite amie? Ben, j'habite avec ma femme et son enfant en ce OK, moment, donc ça a bien été OK. pour moi. Non, mais Mais je lutte pas à c'est tous les fins de semaine non plus. OK, J'essaie de garder mon corps un peu c'est important.
un peu plus en santé qu'il est parce que, oui, à faire des vrilles et tout, mes genoux en ce moment, même à 33 ans, on dirait que j'ai 56 ans quand je me lève le matin. Fait que, oui, pour quelqu'un, je pense, qui fait ça à toutes les semaines, c'est un peu plus difficile de trouver surtout quelqu'un en dehors du monde de la lutte. Je dis pas que c'est impossible, je sais pas. Moi, c'est pas mon cas. J'ai trouvé une belle femme que je peux garder avec moi, puis elle va me suivre partout maintenant. Ha niaiseuse. C'est ça. Non, mais c'est important. Et pareil, toi, c'était vraiment aussi, disons, enfin, comment je pourrais dire ça? Est-ce que c'était important pour toi qu'elle te suive, la personne avec qui tu te mettrais en couple, dans le monde de la lutte, ou si, admettons, elle te suivrait pas, tu t'aurais dit, de toute façon, elle ne me suit pas, bah tant pis, je le fais pas, je le fais pas, parce que tu vois, des fois, j'ai l'impression qu'il y en a qui me disent, c'est un peu le ressenti que j'ai, peu importe hein, que la personne, peu importe que je sois en couple ou c'est célibataire, si j'ai envie de faire de la lutte, je le fais, que mon petit ami ou ma copine est d'accord, j'en ai rien à foutre. Si je le fais, je le fais. Exactement. Si elle me supportait pas, tant pis pour elle. Elle me suivra pas, c'est tout. Si elle m'empêchait de faire ce que j'aime, là, j'aurais fait tu es maintenant célibataire et je vais aller ailleurs. Mm. Mais non, même si elle me supportait pas et qu'elle avait aucun problème que je fasse ça, elle m'aurait juste pas suivi, j'aurais continué à faire ce que j'ai à faire, et c'est tout. Tant mieux qu'elle me supporte et qu'elle me suive et qu'elle participe activement aussi à certains galas. Donc, ça, chapeau. Ok. On, a, on, on arrive à la question la plus compliquée de l'interview. Je suis Bon, désolé, c'est. hein, mais je pense, comme tu me disais en off, que tu as vu mes interviews. Alors, je ne sais pas si tu les as vues complètes, mais en tout cas, je ne sais pas si tu connais un petit peu un peu le principe. Je vais te donner une baguette magique, d'accord? Tu as la possibilité de faire apparaître trois lutteurs de ton choix. Alors, ça peut être des lutteurs qui sont toujours en activité aujourd'hui, ça peut être des lutteurs qui sont morts, mais si jamais tu avais l'opportunité d'affronter trois lutteurs de ton choix, qui ça serait pour toi et pourquoi? Alors, peut-être que trois, tu vas peut-être trouver ça trop compliqué parce qu'il y en a beaucoup. En général, j'en demandais un seul, mais comme on adore me respecter ici sur cette chaîne, que tu sais, quand tu as un enfant, tu dis oui à l'un, tu ne peux pas dire non à l'autre. Du coup, comme vous êtes un peu mes enfants, j'ai dit oui à l'un, Ah j'ai pas ouais! pu dire non à l'autre. Donc voilà. OK. Tu, tu es ravi de savoir que pendant quelques minutes, tu es mon enfant. Oui, papa. Vas-y, mon fils, je t'écoute. OK, donc il y a trois, dans le fond, que j'aimerais affronter, c'est ça? Ouais, c'est ça. Numéro un va être Edge, qui est mon premier lutteur que j'ai trippé sur, mon préféré encore aujourd'hui, même s'il s'explose la jambe comme un niaiseux. Euh, Aussi simple que ça, c'est juste que c'est lui que j'ai que j'ai idolâtré, pardon, pendant mon adolescence, etc. Deux, Ricky Steamboat. Son match contre Randy Savage, WrestleMania 3, juste un classique. Ses matchs contre Ric Flair à WCW, des classiques. 3, c'est là que ça Compliqué. se corse. Il y en a tellement. C'est con, mais j'aime beaucoup la comédie. Donc, je pense Ok. que je te dirais Santino Marella. Ah, Ouais. Santino ou Santina? Non, Santino, s'il vous plaît. Sa gimmick de Santino, elle n'a jamais existé. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si, si, le Royal Rumble féminin dont j'ai Mm. oublié la date, heureusement. Mais, et en plus, attends, je voulais juste revenir sur le cas de Edge. Toi, c'est en Ouais. 2008 hein, que tu commences. Non, avant, je sais Euh, plus, j'ai oublié. Dis-moi. 2005 plus. C'est en quelle année c'était pas en 2008 ou dans ces alentours-là qui part en retraite, Edge, qui annonce sa retraite par rapport au niveau de son cou? C'est en 2011. Donc, Ok, donc ouais. Et du coup, comment toi, tu as réagi en tant que fan énorme de Edge? Très triste. je commençais à déjà décrocher de la lutte parce qu'on approchait le PG era et Ok. John Cena wins LOL, Randy Orton, que je n'étais pas fan non plus. Donc, je- j'écoutais moins. Oui, ça m'a vraiment, tu sais, ça m'a quand même affecté que mon lutteur préféré arrête de lutter. Ça, c'est très moche. Puis en plus,
j'étais un grand fan de Christian aussi. Naturellement, si t'aimes un, tu vas aimer l'autre souvent. Puis là, je voyais que la façon qu'il buildait Christian, c'était juste par pitié de elle. J'étais comme, ah, c'est ça la lutte à cette heure. Ça m'a fait vraiment décrocher dans ce temps-là. Donc, après ça, j'étais beaucoup plus réticent à écouter la WWE. Mais son retour au Royal Rumble en 2020, par exemple, j'ai renversé mon drink un peu partout quand je l'ai vu sortir. Comme, puis c'est ça. S'il y avait une personne qui était là, je crois qu'elle a dû te regarder bizarre. Le fait qu'il a quitté la WWE et qui est parti du côté de la AEW, est-ce que tu le suis, toi, du côté de la AEW ou vraiment pas du tout? J'ai suivi son histoire avec Christian Cage, mais après ça, pas vraiment. Je suis pas. Même les deux fédérations aujourd'hui, je les suis pas plus qu'il faut. J'ai Ok. regardé les gros les PLE. Pay-per-view. Ouais. Donc, WrestleMania 40, par exemple, peut-être t'as regardé. exact, j'ai vu WrestleMania 40. Les Royal Rumble, c'est toujours un classique avec un cercle d'amis qu'on se fait des jeux de beuverie avec ça. Donc, ça, c'est un rituel, mais pour ça. Du coup, tu as répondu un peu à ma prochaine question, mais c'est pas grave, hein, c'est un peu le but de l'interview, c'est ça, quand on répète toujours les mêmes questions, à force, Je suis les un gens. savant. Non, mais c'est parce que les gens ont l'habitude, mais ma question, c'était simple, c'était est-ce que depuis que tu es justement dans le monde de la lutte, est-ce que tu regardes encore justement du catch, donc comme tu as expliqué, et est-ce que tu dirais aussi que c'est le fait de connaître un peu l'envers du décor qui te dit, bah voilà, enfin, j'ai plus trop envie de regarder, ou c'est vraiment parce que bah, tu as du travail à côté ou autre? C'est ça, je le regarde encore une fois de temps en temps, puis ça va souvent être un arrière-plan si, admettons, je game ou je joue à quelque chose. Je vais avoir de la lutte qui joue en background, ou si je veux apprendre des moves ou etc., mettre dans mon arsenal, je vais regarder. Ça va plus être la lutte des années fin 90, début 2000. Je tripe beaucoup sur la lutte de Perry Saturn, que beaucoup de monde rit de parce que c'est Perry Saturn, mais c'est un excellent catcheur quand il faisait ses moves, etc. Des Dean Malenko aussi, que tout le monde respecte aujourd'hui, mais qu'on dirait qu'avant, c'était plus difficile, etc. Donc, si je veux apprendre moi-même, ça va être la vieille lutte, genre le WCW avant Vince Russo, mettons, et tout ça. Sinon, la lutte aujourd'hui, même si je sais que souvent, ils me surprennent. Là. Oui, on connaît ce qui arrive backstage, mais t'écoutes ça, t'es comme ah, je m'attendais pas à ce que cette personne-là gagne ou des trucs comme ça. Mais oui, des fois, Comme Comme moi, là, avec Jey Uso, je me suis pas du tout attendu ce qu'il gagne. Pour moi, enfin, je donne encore mon avis. Pour moi, je trouve que c'est une erreur. Ça reste mon point de vue. On peut le partager ou non dans l'espace commentaire. De toute façon, comme dit, vous ne le faites jamais. On arrive bientôt à la fin de l'interview. J'ai encore, allez, 4 dernières questions. Puis encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Je voulais savoir si un jour tu as des si, si un jour tu as des enfants, tu disais que ta compagne elle avait un enfant, mais justement, je suppose que tu la considères comme ton fils ou comme ta fille, mais c'est si un jour tu as ton propre enfant à toi personnel, est-ce que si un jour ils te disent, bah voilà, papa, je souhaite devenir lutteur ou lutteuse, est-ce que toi tu l'autoriserais? Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi? ben, la bonne nouvelle, c'est que j'aurai jamais d'enfant parce que j'en veux pas. Ok, non, bah, Donc, voilà, question finie. Non, mais non, si j'étais pour en avoir un, c'est son choix absolument. Je ne vais pas le brimer de ça, mais la ok. bonne nouvelle, c'est que j'aurai jamais d'enfant, donc un petit moi n'existera jamais. OK. Et est-ce que aussi, bon, encore une fois, comme tu disais, ça n'arrivera jamais, mais est-ce que ça aurait pu être quelque chose qui t'inquiète, tu vois? Être le fille d'eux, être la fille d'eux, être le fils d'eux. Par exemple, tu vois, on voit un peu ce qui s'est passé malheureusement avec la fille de The Rock, hein, qui s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux parce que bah, madame, elle n'est pas aussi talentueuse que papa, hein, parce que papa, il est très talentueux dans la lutte. Est-ce que ça aussi, ça t'aurait fait peur, l'image que ton enfant aurait pu donner sur le ring? Non, je pense pas, parce que je suis pas une célébrité, mettons, comme The Rock ou etc. Donc, l'enfant en tant que tel aurait plus. C'est sûr, ça, par exemple, si ça affecte l'enfant en tant que tel, là, ça m'affecterait bien sûr, comme n'importe quel parent, je crois. Mais en tant que tel,
pense pas que l'image que ça ferait sur moi, par exemple, me changerait les idées de non, tu fais plus ça, il y a trop de bullying sur les internets, je te défends de. Non, ça c'est niaiseux. Ok. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont déçu dans la lutte? Tu parlais tout à l'heure comme quoi que tu avais des amis ou que tu as été dans des vestiaires qui étaient un petit peu compliqués. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont déçu, peut-être trahi, que tu pensais que c'était plus ou moins des amis, puis qu'en fait, au final, tu t'es rendu compte que c'était des gros FDP, désolé du terme, mais Non, il n'y a personne qui m'a déçu en tant que tel. Les lutteurs qui décident de lutter sous ou sur l'effet de drogue, ça me déçoit tout le temps. Ça va toujours t'en as arriver. connu? J'en ai connu, j'en ai affronté, c'est juste, c'est pas sécuritaire. La lutte, c'est un sport à deux. Là. It takes two to tango, comme ils disent, or something like that. Euh, donc, du monde qui lutte dessous, c'est toujours décevant, surtout quand tu vois que c'est contre toi, t'es comme, ah, cool. OK, il n'y a rien qui t'empêche de rester. Si jamais tu es un lutteur et tu as besoin d'un conseil, si ton adversaire est sous, sauve-toi. C'est vrai, je suis d'accord. Et je voulais savoir, toi, pareil, encore une fois, hein, je dis qui a connu un peu les deux visions des choses. 2008, ça va encore, enfin, dans ces alentours-là, mais je voulais savoir, est-ce que, pareil, ça aussi, c'est quelque chose qui est très important, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'en parle pas beaucoup, mais qui est très important, protéger absolument son finish. Parce que des fois, tu vois des trucs complètement abusés. Tu vois que le mec, il fait son finish, et il peut le faire 1000 fois. Là, il se relève toujours en mode Terminator, en mode Arnold Schwarzenegger. Tu te dis, putain, au bout d'un moment, c'est quoi ça, cette connerie, quoi? C'est un finish, c'est censé être terminé. Et puis, pareil, moi, il y a un truc aussi que j'arrive pas du tout, des fois, à comprendre. C'est-à-dire que, par exemple, des fois, et je remarque que c'est souvent ça au niveau des nouveaux. Encore une fois, je n'ai rien contre les nouveaux. Chacun est libre. Non, non, mais non, je préfère le dire, mais je veux dire, tu vois, chacun est libre de pouvoir s'extérioriser comme il le veut, mais je sais que moi, il y a un truc qui me faisait rire des fois quand je voyais des nouveaux. C'est-à-dire, en gros, en fait, ils faisaient genre finish, donc en gros, c'est-à-dire qu'ils gueulaient comme quoi qu'ils faisaient leur finish, alors qu'en général, bah, les catcheurs un peu plus expérimentés, ils crient pas quand ils font leur finish, quoi. Ben, pour la première partie de la question, je pense que c'est important de protéger ton finish, oui, 100%. Surtout que, tu sais, aujourd'hui, il y a tellement eu de lutteurs, donc tous les finishes ont été faits dans le monde, mais il faut que tu mettes ta propre épice dessus pour la rendre spéciale et pour que tu puisses la protéger. Genre, moi, excuse-moi, c'est un Death Valley Driver, donc tu sais, le Attitude Adjustment, mais juste plus beau. Parce qu'on s'entend qu'un Attitude Adjustment, en tout cas, euh, un Death Valley Driver, c'est simple, puis il y a beaucoup de gens qui le font. Il faut juste que je mette ma touche et je m'assure justement de la protéger parce que c'est pas un move flamboyant ou que tu vas le voir un peu partout. Puis je vois beaucoup de lutteurs qui le font comme move normal ou un move de transition, puis je fais comme banni sois-tu. Mais c'est ça, je dois mettre ma touche un peu et le mettre un peu plus, pas extravagant, mais plus violent si on veut, pour dire hey, c'est un finish. Puis pour la deuxième part de ta question, je me souviens plus. C'est Peux-tu pas grave. répéter? Oui, oui, non. En fait, en gros, la deuxième part de ma question, c'était le fait que parfois, c'est certains jeunes qui débutent ou c'est certains lutteurs qui débutent sont obligés de crier, d'annoncer à la foule comme quoi qui font leur finish alors que bah, enfin, les lutteurs plus expérimentés ne le font pas. Ça dépend. Honnêtement, moi, je vais faire comme je te dis, je suis un peu loufoque dans le ring, je suis un peu fou, donc je vais souvent crier OK, je le whip dans le coin, c'est juste niaiseux. En même temps, je colle à mon adversaire, c'est quoi le spot, mettons. Ok. Et en même temps, la foule est comme OK, il va le mettre dans le coin, etc. Mais tu penses à Shawn Michaels qui annonçait toujours son move, mais juste d'une façon différente. Fait que Oui, ils c'est sont toujours subtils obligé d'être musique, quoi. vocal. Tu peux juste, même un expert ou un vétéran va annoncer son finish, mais avec un mouvement ou avec un taunt, etc. Donc c'est pas juste OK, on le finit, yeah! C'est vraiment avec quelque chose de plus élaboré qui va faire en sorte que la foule fait OK, je sais ce qui s'en vient, si ça arrive, nice, si ça arrive pas bien.
etc. Ok, on conclut avec 2 dernières questions. Puis encore une fois, merci à toi d'avoir accepté l'interview. Puis tu as vu, je suis sûr, hein, c'est passé extrêmement vite. On est déjà on est bientôt à 1h30, donc tu vois, c'est passé extrêmement vite. Je voulais savoir, est-ce qu'il y avait des endroits, pareil, hein, on n'est pas ici pour citer des noms et de toute façon, j'en veux pas. Après, si tu veux en donner, tu fais ce que tu veux. Mais est-ce qu'il y a des endroits où tu as le plus aimé aller lutter et des endroits où tu as le moins aimé? Ça peut être pour différentes raisons. Je sais pas moi, par exemple, il y a un endroit où tu as le plus aimé parce que bah, tu trouvais que la foule était oufissime, que l'endroit, la salle où tu as été catché, c'était magnifique. Et au contraire, de l'autre, parce que bah, en fait, vous avez beau faire ce que vous voulez, le public était complètement mort. Les conditions pour vous changer, je sais qu'il y en a qui m'ont dit que se sont changés dans des camions, bref. Est-ce que tu as un endroit ou autre qui t'a déçu et aimé? Le meilleur endroit, c'est Lutte Laurentide. Dans le fond, c'est là que j'ai recommencé il y a 2 ans, dans mon coin, où ce que je dis que le backstage est vraiment trippant, que la foule, c'est ça, ne recherche pas de gros moves haute voltige, c'est vraiment du personnage. Donc, c'est là que je peux performer le mieux parce que je suis un personnage dans la vie de tous les jours et là, je peux juste mettre ça à 11, ça crache, je pars, let's go. Et la foule apprécie, le promoteur apprécie, le booker apprécie, le backstage est juste tellement plaisant. Maintenant, si je retourne la médaille, ouais, il y a une fédération dans le temps que je tripais pas parce qu'ils me prenaient pas au sérieux parce que j'étais encore nouveau dans l'industrie. Donc, tu sais, quand tantôt je disais d'approcher un jeune puis dire qu'est-ce qu'il a besoin de travailler et tout, j'étais ce jeune-là aussi dans le temps, mais j'ai personne de vétéran dans cette fédération-là qui me disait comment m'améliorer. Tu sais, c'était au vieux chariot, puis tu sais, c'était vraiment tout croche. Donc, essayer d'apprendre de eux, c'était impossible. Donc, je ne pouvais pas m'améliorer, je restais stagnant comme un débutant. Fait que cette fédération-là, je crache dessus. Ok, non, bah après, t'as raison, tu es libre de faire ce que tu veux. Je te remercie en tout cas pour l'interview. Je vais te laisser la conclure avec ce que tu veux. Promo, réseaux sociaux. Bref, tu disais tout à l'heure que tu faisais du gaming. Peut-être qu'on peut te retrouver sur Twitch et tout. C'est ton moment à toi. Bref, je te laisse vraiment ce que tu veux dire. C'est ton moment à toi. Et encore une fois, merci d'avoir accepté cette interview. Ben, merci à toi de m'avoir invité, très honoré. Vous pouvez me suivre sur Facebook et Instagram, Édition Doyon sur Instagram et Chesterdome sur Facebook. Je suis pas sur Twitch malheureusement, ben trop gêné, puis mes jeux que je joue, ben trop boring. Mais sinon, j'ai pas de promo à faire. T'as été super. Je vais tous vous branler tout à l'heure. C'est gentil. Et est-ce que tu es, parce que j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle tendance en ce moment, c'est TikTok. Est-ce que toi aussi tu fais des Non! TikTok ou pas du tout? Je suis un TikTok hater. On est d'accord qu'ils nous font chier avec leur TikTok. Tout me fait chier sur TikTok. Je rigole, bien entendu. Merci à toi, merci à tous. Et bien entendu, les réseaux, vous les retrouverez dans la description. Allez, moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye. Bisous!